voyez, on voit cette diffusion des images qui va se retrouver dans cette époque Edo, qui est, on va dire, 1600 à 1860. On voit bien dans le film ce principe de librairie, c'est-à-dire le libraire, c'est celui qui fait les livres et qui les diffuse. Et ce que je trouve intéressant dans le film aussi, dans la façon de cadrer, vous voyez, on est un peu en plongée, là. On est un peu vu du dessus, on n'est pas tout à fait horizontal comme on le serait ici. On voit ce système d'images qui se diffuse. Utamaro fait plutôt des courtisanes, des personnages. Chaque artiste va avoir une spécialité, chaque artiste va être connu pour cette spécialité. Si on va vite, Hokusai va introduire et donner des lettres de noblesse au paysage énormément, donner de la psychologie au paysage. Mais ce qui est intéressant dans l'image qu'on voit là du film, c'est que vous voyez, on voit que les dames ont l'air elles-mêmes d'être des estampes en fait. C'est cadré serré au-dessus de leur tête. On dirait un cadrage plus de cinéma occidental, si on peut dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui les distinctions, elles sont quand même plus très opérantes, mais on dirait qu'elles sont elles-mêmes des images. Et il y a des passages où justement le cinéaste transforme Hokusai en image lui-même, parce qu'il y a un petit côté kitsch là-dedans, qui donne une impression d'irréalité. Et puis ce principe, je vais en parler tout à la fin. Vous avez vu, quand ils sont en train de peindre, il utilise du bleu de Prusse, c'est-à-dire une couleur qui va apparaître dans cette dernière partie de l'époque Edo. Ce qui est assez mignon, c'est cette comparaison-là. Il n'y a pas besoin de 36 000 explications pour voir que c'est une carrière longue, comme on dit depuis la réforme des retraites. Et par contre, on pourrait ne pas aimer. Parce que je commande des films sur les peintres en train de peindre depuis la nuit des temps, c'est vraiment quelque chose que je fais très particulièrement. Les cinéastes ont tendance à se prendre pour des peintres eux-mêmes quand ils filment les peintres, et ça peut donner des choses assez lourdes, kitsch. Parce qu'ils ont envie qu'on voit le temps de réalisation de la peinture, on ne le voit jamais en fait, on voit toujours le résultat. Et là, il n'y a pas d'abus de ça justement, on passe dans l'image, on voit l'image en train de se faire, on voit le tirage de l'image et le résultat. Et le simple fait de comparer les deux permet de comprendre, avec peu d'effets, je trouve, c'est ça que je trouve très très réussi. Avant que je n'oublie, il y a un manga qui s'appelle Mademoiselle Hokusai, qui est la fille d'Hokusai, qui existe en manga, et qu'on avait diffusé ici aussi, si vous avez l'occasion de le voir, c'est très chouette. Alors pour que vous puissiez frimer en soirée, dès demain, dès ce soir, je suis habitué de montrer des choses, peut-être vous le savez, mais c'est le principe du prof, c'est qu'on ne se demande pas si on sait, on explique tout. La gravure sur bois, si vous avez déjà coupé une patate en deux et creusé une patate avec un couteau, si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire ce week-end absolument. On dessine un petit cœur, on retire ce qui est autour au couteau et on a un cœur qui est en relief. On trempe la patate dans de l'encre et puis paf, 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 on en fait partout. Apprenez ça à vos enfants, ils vont en foutre partout. Des outils de gouge pour creuser le bois. On a des outils qui sont plus ou moins fins, plus ou moins précis. Si on va un peu vite, la gravure sur bois, on pousse l'outil, alors que la gravure sur métal, on tire l'outil. Il y a deux types de gravure, c'est-à-dire soit on creuse le trait, soit on creuse ce qui est autour. La gravure sur bois, c'est plutôt une façon de retirer et de garder en volume ce qui est sombre. Donc on retire l'ensemble, on essaye de ne pas se couper les bras, les doigts, c'est coupant. Et par contre, il n'y a aucun moyen d'avoir des nuances de gris. Quand on fait des traits sur une plaque de métal, vous faites comme des hachures, comme au crayon de papier. Si vous croisez les traits, ça fait un gris foncé, un gris clair. Là, c'est noir ou blanc, c'est tout. Ce qui nous amène à énormément simplifier. C'est-à-dire, on a foncé, clair, foncé, clair. Si on veut plusieurs couleurs, il faut faire plusieurs plaques, je vais vous le montrer tout de suite. La gravure sur métal, on va dire, si on va vite, elle permet beaucoup plus de nuances qui ressemblent davantage à un dessin. Alors l'avantage, c'est que ça oblige à simplifier le dessin. Quand on fait faire ça en cours de dessin, c'est très intéressant, parce qu'on est obligé de faire des masses, et puis si un objet, on va, si vous voulez bien inventer le terme de représentation de l'espace comme au théâtre, vous voyez, s'il y a un arbre devant un autre arbre, ben, le premier, il cache le deuxième. On se doute que ce n'est pas un demi-arbre qui dépasse de l'autre côté, et ainsi de suite. Au théâtre, on fait ça, en fait. On ne peint jamais complètement les décors, puisqu'on a une vue de face. On voit les arbres du fond, on a fait un tout petit morceau, seulement ils sont cachés par les précédents. Ça oblige à simplifier le dessin et simplifier la représentation de l'espace. Ça simplifie, puisque ce sont des aplats, ça simplifie toutes les nuances, ça oblige à simplifier. Par contre, si on a retiré un morceau en trop, c'est mort.
On recommence. Ce qui fait que je vous montre ça, c'est que c'est un travail qui n'est pas très long, en fait, parce qu'on est toujours fasciné par la technique, mais il y a des gens qui vont même le faire pour Hokusai. Ce qui permet d'aller un peu plus vite, puisque vous avez peut-être en tête que quand on imprime, c'est inversé. Donc si on écrit quelque chose, il faut penser à l'inverser. On va assez tôt... vous voyez, on peut faire des creusements qui sont assez délicats, assez fins. En fait, l'artiste va faire un dessin qu'on va coller sur la planche. Et on sacrifie la feuille de papier et le dessin parce qu'on va creuser directement dans le dessin. Ça évite de le décalquer, si vous voulez. C'est une étape de plus. Si vous avez une connaissance Picasso à faire un truc invraisemblable, c'est qu'on a des étapes supplémentaires. Chaque fois qu'il y a une plaque, chaque fois qu'il y a une couleur, il y a une plaque de plus. Je vais vous le montrer tout de suite. Lui, il a fait avec une seule plaque toutes les couleurs en détruisant les étapes d'avant. Vous voyez, on peut coller la feuille dessus et puis ça va permettre au graveur, qui est un technicien, de creuser ce qui reste. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai un exemple qui est invraisemblable. Pour que vous compreniez la difficulté. Tout le monde fait des estampes, donc ce n'est pas Hokusai particulièrement qui est virtuose, mais on ne se rend pas compte que chaque couleur, c'est une plaque. Vous visualisez? Ça veut dire, je fais le dessin, il y a 14 plaques. Je fais les petits jaunes. Je les ai isolés toutes les étapes pour qu'on réalise, parce que même quand je le sais, même quand je le vois, vous voyez le petit jaune, voilà, après les jaunes plus foncés, vous voyez la plaque de droite. Je n'ai pas une très bonne définition, mais la plaque de droite, c'est le dessin initial, tout le monde comprend le principe. Et on va voir ce qu'il a creusé, enfin il a laissé en relief les petits bonhommes jaunes, qu'on va ancrer en jaune, qu'on va mettre sur la feuille sur laquelle on avait fait l'ensemble. C'est pas très compliqué, ça demande que ça soit super calé, parce que si on bouge, c'est pas... Le jaune, il est pas sur le bonhomme, il est sur l'arbre. Ce qui fait que quelquefois, il y a des petits décalages. Alors là où c'est invraisemblable, donc le dessin de départ, le petit jaune, un autre petit jaune, genre une plaque juste pour 4 pauvres trucs noirs. On est d'accord que c'est un peu fou. Hein. 3 slips bleus, merci. Une plaque. Il faut avoir du temps, il faut caler. On va ancrer, donc tout le monde a compris. Il y a quelqu'un qui creuse une plaque dédiée à ça, donc c'est presque plus facile, il n'y a que 3 trucs à garder. On creuse tout, ça va vite. On encre avec du bleu dessus, et puis on la met sur les feuilles précédentes. Avantage de ce système-là, c'est que le bois ne s'abîme pas, en fait. Vous l'avez vu dans le film, on met de l'encre dessus, on frotte. On ne frotte pas avec sa main, sinon on va se brûler. Et puis après, on peut en faire plein de tirages. Si vous avez déjà vu des gravures comme celle de Rembrandt, comme c'est creusé dans le métal, il faut que ça soit passé sous une presse, il y a une tonne de pression, et on va dire avec le temps, le creux dans le métal, il s'écrase, et donc un graveur qui est un peu un graveur exigeant, il va accepter 25 tirages. Vous et moi, on verrait le 100e tirage d'un Rembrandt, on va être toujours aussi beau, mais eux, ils voient que c'est pas aussi noir, avec pas autant de densité. Avec la gravure sur bois, c'est pas le problème. Donc pouf, des gris, les tampons, d'autres gris, alors ça c'est intéressant, vous voyez le gris, hop, on ajoute un gris plus foncé, un gris presque noir dans le bas, un gris dans le fond. Rien que déjà on a vu tout ça, on est fatigué à sa place. 11e séance, un petit vert qu'on voit à peine, un petit vert dans le bas, un petit foncé, on dirait presque que c'est la photocopieuse qui a merdé, mais ça permet de faire une sorte d'arrière-plan au loin, qui fait une petite transition. Un tour de force qui est une merveille, ça c'est tout à fait japonais, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air de masquer ce qu'on l'on voit. Vous comprenez que la Joconde, quand on la représente, elle est plein cadre, plein milieu, elle sourit, on voit qu'elle. Là, il y a quelque chose qui est assez élégant, c'est-à-dire on ne voit pas tout de suite où est le sujet, on ne voit pas tout de suite de quoi ça parle, et le spectateur va se retrouver dans une situation d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si on va vite, c'est ça qui est moderne, c'est que le spectateur soit l'enquêteur, celui qui essaye de découvrir ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'une œuvre comme ça, tirée en grande quantité, ne coûte pas très cher. Quand en France, les estampes vont arriver, quelquefois elles emballaient des vases, c'est-à-dire c'était des trucs, on pourrait dire ce que je vous disais au tout début, comme les petits magazines de Superman, quoi, qu'on achète 2 balles à la gare, et que quand on est gamin, on adore avoir. Et ceux qui ont connu les années 50, c'était leur façon enfin c'était leur internet à eux, quoi. On peut les échanger, on peut se disputer. Et puis on peut ajouter la découverte en 1830 par cette ouverture aux Portugais et aux Hollandais, parce que les deux peuples européens ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup été
faire du trafic ou faire du commerce, la nuance qu'on veut. Ils apportent du bleu qui vous fait penser à Vermeer. On va dire, c'est exagéré, mais parce que Vermeer est un peu mort quand Hokusai fait ça, mais c'est l'influence des Hollandais sur le Japon et du Japon sur les Hollandais. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'utiliser ce bleu qu'on appelle de Berlin, qui est un bleu très froid, on dirait un peu un bleu de blue jean. Si vous faites de la peinture, c'est presque un bleu noir, c'est très très envahissant. Et un des premiers qui va faire ça, c'est pas Hokusai, il s'appelle Eisen. Je vous ai mis la petite capture de Wikipédia pour que vous ayez une idée. Voilà, on appelle ça la révolution bleue. Voilà ce que fait Eisen. Donc il va jouer avec toutes les nuances du bleu. Ce qu'on voit à la fin du film à l'instant. Donc ce n'est pas Hokusai qui invente la gravure. Il nous faut maintenant comprendre pourquoi est-ce que lui, il n'est pas spécialement le plus connu d'ailleurs. Et ça, il y a plein d'éléments qui se conjuguent. On est à la fin de cette ouverture de l'époque Edo. Si je reviens dans le temps, au tout début de la période Edo, je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas vite. Pourquoi il ne s'ouvre pas du tout. Je suis en 1600. Vous voyez la façon de représenter le paysage, la perspective, si vous voulez. Elle est plutôt de cet ordre-là. En 1600, pour nous, on représente comme ça. Vous voyez, on a l'idée de faire comprendre la profondeur, par exemple par le carrelage. En vrai, on comprend la profondeur ici, avec Piero della Francesca, la flagellation, mais on comprend aussi la profondeur là. On dirait qu'on est vu du ciel, et ce qui est assez curieux pour notre œil, c'est que normalement, les bonhommes devant sont plus grands, ils sont plus moyens, puis petits. Par contre, avec ce système-là, on est très vite contraint, c'est-à-dire, dès qu'il y a plusieurs personnages et qu'il y a une foule, il y a des mecs grands comme ça, on voit rien. Là, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus lisible. Ce fait que c'est pas une question de savoir-faire technique ou de savoir-faire mental, en fait, c'est vraiment une question de culture. En un sens, ils ont raison, on voit mieux les informations dans une image comme celle-là. On a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, avec un sens de lecture qui est tout aussi efficace. Ce qui est assez spectaculaire dans ces représentations-là, il s'appelle Mitsuoki. C'est écrit en haut à gauche, mais c'est peut-être petit. Ah oui, maintenant que vous me l'avez dit, c'est Mitsuoki. Vous voyez, on a assez peu de couleurs avec un fond presque uni crème. Ce qui est assez chouette dans cette façon de faire, qui est un point commun avec Hokusai 2 siècles plus tard. Vous voyez, on dirait que les montagnes ou les bulles ont l'air de masquer la scène, ils ont l'air de faire un cadre autour. Comme si quand on regardait, même chose là, vous voyez ce qui mord en haut là, on dirait une sorte de barbe à papa qui est en train d'arriver par le haut à droite. On ne sait pas ce que c'est peut-être un nuage, alors on serait en haut du ciel. Ou c'est peut-être quelque chose, je dis n'importe quoi, qui est devant une vitre et qui gênerait. Mais il y a toujours l'impression de découvrir quelque chose. C'est-à-dire le spectateur est dans une situation où voilà, on lui donne quelque chose à montrer, à voir, et on lui montre qu'on est en train de montrer. Et puis la deuxième influence que va subir Hokusai, c'est qu'il y a des peintres, celui-ci s'appelle Koban, qui vont être influencés dès 1600 par les rencontres avec les Occidentaux. Il voit arriver de la peinture qui vient de la Renaissance avec la représentation que je viens de vous montrer. Voilà. Il y a un point de fuite et puis toutes les lignes s'en vont vers le point de fuite. Et cette influence va être énorme. Et ce sont des peintures qui sont très étonnantes pour nous parce qu'elles ont à la fois de la simplicité comme des grandes masses simples, comme si on était de face, et en même temps elles ont des éléments de perspective avec des choses plus petites quand on est plus loin. Et Hokusai, il va mélanger les deux. Vous dégagez beaucoup de chaleur quand même. Hein. C'est vrai. Hein. Alors là aussi, je vais être bref, parce que c'est la suite qui m'intéresse. Utamaro, le plus vieux que l'on voit, qu'il rencontre, qui peint plutôt des courtisanes. Je vous disais qu'Edo est devenu une ville avec 1 million d'habitants, c'est devenu très très important. C'est pas très glorieux, mais à chaque fois qu'il y a des grands développements urbains comme ça, il y a la même chose à Chicago en 1890, il y a un petit guide du routard des maisons de prostituées.
qui permet de connaître les bonnes adresses, les endroits où on boit des coups, vous voyez, et c'est illustré. Ce qui est intéressant pour l'histoire de l'art, c'est que normalement, ce n'est pas dans l'histoire de l'art, c'est pas censé être savant. Ce qu'on sait aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que, vous le savez peut-être, mais Raphaël, Michel-Ange, Léonard, ils font par exemple des décors de bal, ils font des décors de carnaval, ils font des masques, ils font des trucs qui ont été détruits. Mais on a l'idée, depuis la Renaissance, qu'un peintre fait quelque chose de très noble. En fait, un peintre, il fait des images. Et si on cherche à lui payer, ben, il les fait. D'ailleurs, je fais absolument de la publicité cachée, mais comme ça m'arrive qu'une fois dans ma vie, si vous allez à Évry, sur le bâtiment de la Poste qui va être détruit, j'ai un dessin qui fait 25 mètres sur 15, qui est exposé pendant 3 mois. J'ai fait exactement ce que le maire m'a demandé. Je n'ai pas rajouté un truc. C'est-à-dire, je valorise la rénovation urbaine qui veut mettre en avant. Que je sois d'accord ou pas, ce n'est pas la question. Voilà, répondre à des commandes, c'est le travail des artistes qui font des images, en fait. En plus, c'est assez discret de cette taille-là. Oui. Dans le film, il dit quand même qu'il lâche pas, il fait que ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Le film, alors, il a une vertu pour ça. On voit que Hokusai a une tête de cochon, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Je trouve intéressant qu'il ne surjoue pas l'héroïsme, parce que c'est toujours c'est une sorte de cliché dans les films, avec des héros d'ailleurs en général. Dans les biographies, c'est redoutable. C'est-à-dire, on croirait la caricature de Dupontel, pour ceux qui sont plus vieux, vous savez, Jean-Paul Sartre était à l'école, il était très doué. D'ailleurs, les profs savaient que c'était Jean-Paul Sartre, même quand il avait 12 ans, c'est une blague. Oui, comme si tout était déterminé d'avance, le type, dès qu'il a 1 an, il sait qu'il est Jean-Paul Sartre, tout va être réussi. En fait, la vie n'est que des occasions de rencontres, de réactions, de gens qui sont géniaux, qui ne réagissent pas comme il faut, qu'on découvrira 2 siècles plus tard. Je veux dire, ça n'est pas écrit, c'est notre conception du temps depuis les romantiques, depuis 1800, qui fait qu'on a envie qu'il y aurait une espèce de destin qui se tracerait. Et le cinéma a tendance à abuser de ça. Et je trouve qu'on voit dans Hokusai, on ne voit pas qu'il a eu 2 femmes, qu'il a fait un AVC, qu'il a repris sa carrière à 60 ans et qu'il a énormément rebondi. Tout ça mis de côté, c'est pas important, c'est pas très grave. On aurait pu le valoriser pour que ce soit encore plus un héros, parce qu'il a une vie très longue, il est très courageux. Je trouve qu'ils en font quelque chose qui passe assez bien. Est-ce qu'on voit tout ça dans le film original, parce qu'il paraît qu'il a été bien coupé de la moitié. Ah, je ne l'ai pas vu, vous avez raison, il fait le double. 2h09. Ah oui. 2h09. Je l'ai pas vu. D'ailleurs, le film qu'on a vu là, il est sorti en 2020 au moment de la Covid, et donc il a mis du temps à arriver jusqu'à nous. Alors, je passe un peu vite sur Utamaro, c'est que, vous voyez, c'est représentation de courtisane, celui qui est dans le bordel et qui dessine des gens. C'est d'ailleurs très rigolo, parce qu'il va être censuré pour avoir représenté des scènes, non pas parce que ce serait un peu érotique ou pornographique, mais parce que, par exemple, il représente un militaire assez important dans un bordel. C'est ça. C'est Alain Delon. Ah non, c'est Markovic. Voilà, c'est le même principe, c'est pour les plus vieux, ça fera rire que ça. Tiens, tu as des photos de Madame Pompidou tout nu, tu as intérêt à être fort pour les négocier, quoi. Ou alors, tu es dans le lac avec des pieds au... Enfin, des... Voilà. Qu'est-ce que fait Utamaro, par exemple? Il va mettre le nom des gens connus sous forme de rébus pour continuer à diffuser, parce que ça se fait connaître. D'ailleurs, il y a aussi une remarque qui est dans le film qui est très intéressante, c'est un enjeu dans l'histoire de l'art continuellement, surtout quand on est dans de la diffusion d'images populaires, c'est du moment que ça plaît aux gens. Voilà, ce qui est une excuse pour Hanouna aussi, vous voyez, donc c'est quand même un argument très compliqué. C'est pas parce que ça plaît que c'est bien, c'est parce qu'on aime tous des conneries qu'on ne peut pas prendre du recul en grandissant ou en changeant. On peut aussi aimer regarder des conneries dans certaines périodes de la journée ou de ta vie. Voilà, la diffusion des images vient en parallèle de la réalisation de l'image dans un contexte particulier. C'est pour ça que l'histoire de l'art, elle est intéressante pour ça. Elle fait mieux comprendre qu'est-ce que font les images et qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter à l'époque où ça se trouve. Et c'est pour ça que le fait que ces images-là soient des multiples, ça a un sens énorme. Quand Michel-Ange peint la Sixtine, si vous n'allez pas à Rome la voir, vous ne la verrez jamais. Vous ne la verrez jamais. Vous verrez des reproductions. Là, les reproductions viennent jusqu'à vous. Il n'y a pas plus incroyable que ça. C'est la grande histoire du 19e siècle. Et on va mettre la photo avec, et bientôt le cinéma. C'est Walter Benjamin qui s'est intéressé, un philosophe allemand, qui s'est intéressé au fait que le fait majeur de la modernité, c'est les images qui se multiplient. Et vous remarquez, même chez Utamaro, vous voyez, c'est un comédien et une comédienne. Toujours un peu de mal au Japon à connaître qui est de quel genre et quel genre. Mais ce que je trouve intéressant dans cette image-là particulièrement, c'est que le personnage est masqué.
voyez, il a un petit voile qui fait qu'on est toujours dans cette espèce de plaisir d'être le spectateur qui essaye de regarder qu'est-ce qu'il y a à voir. Toujours au tamaro, toujours au tamaro. On a à peu près fait l'essentiel. Alors les trois révélations, la manga, on dit la manga et pas le manga, je vais vous expliquer pourquoi. Les vues du mont Fuji, pourquoi la vague est extraordinaire. Et après on va se coucher. Enfin, je vous rappelle, je suis prof à la fac, donc même quand il y en a qui s'endorment, moi je prends ça comme un signe de confiance, je me dis ils sont bien. Il y a un petit filet de bœuf sur l'épaule, bon voilà, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que fait Hokusai? D'autres l'ont fait avant, il fait des carnets de croquis. C'est-à-dire il va dessiner des objets, on le voit dans le film à un moment donné, et faire des planches d'objets qui servent soit à des graveurs à reprendre, soit c'est des croquis eux-mêmes. Ce qui est particulier dans ce que fait Hokusai, c'est le premier qui les publie. C'est ça qu'on appelle la manga. La déformation du mot fait qu'on dit le manga pour les BD, puis parce qu'on pourrait presque voir une sorte de récit, de séquence narrative, mais ce n'en est pas. C'est une planche entière avec d'atroces insectes, parce que des grenouilles comme ça, quand on voit, bah, tu flippes, quoi. Vous savez qu'il y a des fantômes, enfin, ici maintenant, mais aussi au Japon, il y en a beaucoup plus. Hein. Je crois que nous, on les a un peu évacués, même si dans la même période, avec la photo, le fantôme est revenu. On va avoir des planches entières qui sont dans les petits livres. Vous avez compris que c'était la totalité des carnets de 1 à 14 qui sont publiés en 1815. 1815, c'est de la croix, en même temps. Publié au Japon. On va mettre du temps, je vous disais, ils arriveront en France, principalement en Europe en général, en 1868. 1850, oui, 68-70. Impression Soleil Levant de Monet, c'est 1872. On va avoir 50 ans de décalage, le temps de les voir arriver. Ce qui est passionnant dans ces mangas, c'est à la fois que le type de dessin, vous voyez, quand je blague sur les insectes, c'est quand même un coup à faire des cauchemars. Hein. D'ailleurs, si vous ne faites pas de cauchemars, il y a par exemple j'en ai pas montré, vous êtes trop jeune, mais des gravures érotiques de Hokusai, parce qu'on ne sait pas pourquoi, oui, c'est comme quoi l'érotisme, regardez, c'est culturel. Et les pieuvres ont tendance à rentrer dans les orifices des dames. C'est une idée qui viendrait à personne, voilà, on est d'accord. C'est une idée de japonais. C'est une image qui est très bizarre pour nous, parce que c'est pas du tout érotique, excitant, c'est très bizarre. Il en a fait plusieurs séries. Ça aussi c'est intéressant, ça veut dire que les images, ce qui est interdit, ce qui déclenche le désir, ce qui déclenche l'envie, ça change. C'est comme les photos de bouffe, même si vous achetez de la nourriture japonaise. Si vous avez déjà croisé de la nourriture japonaise, on ne sait pas toujours si elle est en papier ou en carton. C'est un drôle d'effet au début, c'est ce qui est tentant. La façon de représenter les yeux, la façon d'exagérer les matières qui sont dessus, c'est très curieux pour nous. C'est-à-dire qu'en plus d'être des petits carnets d'études, c'est assez précisément développé. Et puis quelquefois, c'est là où ça devient intéressant, troisième chose, c'est que la page elle-même, elle est intéressante, la façon dont les personnages sont assemblés pour économiser de la place, mais en même temps jouer les uns avec les autres. Voilà un petit code qui permet de se repérer. On voit bien que c'est pas réaliste, c'est-à-dire c'est la surface de la page qui fait qu'on en met le plus possible et que ça reste lisible. Parce qu'en effet, si c'est comme ça dans ton aquarium, il faut changer la taille de l'aquarium. Voilà, la stylisation, vous vous rappelez qu'on creuse les blancs, on laisse en relief les noirs, donc il faut quand même, d'après un dessin, le transformer en gravure. C'est un exercice de stylisation. Ce qui est intéressant, si vous regardez cet objet du milieu, pour les commodités de la conférence, appelons-le Marcel. Marcel a une queue blanche qui passe devant la queue noire de Jean-Michel. Ça nous aide à comprendre l'espace, c'est pas logique non plus. Sinon, il aurait fallu un papier plus grand. Mais le fait que Marcel a la queue qui tourne, ça permet de le rentrer dans la page et en même temps, ça permet de comprendre le volume de tout le monde. Vous voyez, la simplification des masses fait qu'on a quand même compréhension du volume général. Marcel a une petite aile qui dépasse sur Fifi. Les dessins de Hokusai dans ces mangas
sont des personnages en train de travailler. Alors c'est un vrai plaisir. La bande dessinée européenne fera ça en 1905, hein, presque 100 ans plus tard. On trouve ça chez Winsor McCay, même on imaginerait des Tintins. Vous voyez, des petits personnages en train de faire des choses un peu vues du ciel, puisqu'ils ont l'air à la fois d'être en mouvement, à la fois de se disputer. Et puis, vous voyez, le fait qu'on les voit vus du dessus, c'est tout bête, hein, mais on suppose, c'est une vision très intellectuelle, on suppose qu'ils ont tous une ombrelle du même type, et donc si elle est tordue, c'est qu'il la penche. Lui, il n'a pas une ombrelle ovale. Oui, c'est même un peu presque difficile à comprendre. On comprend que ce sont des personnages qui sont les uns devant les autres. Donc la simplification aide à fabriquer un espace qui est assez nouveau, puisqu'il n'y a pas de nuance de foncé, de clair, tout est un aplat en fait. Il y a 3-4 noirs, hein, c'est à peu près tout. Tout le reste est du trait, et c'est le fait qu'il y ait un objet devant un autre, comme un décor de théâtre, qui permet de comprendre l'ensemble, alors que le cheval dans le fond devrait être beaucoup plus petit, devrait être en train d'être peut-être flou, ce qu'on ne peut pas faire facilement non plus en gravure, ou peut-être avec des ombres. Là, tout est au service de la lisibilité, c'est le dessin qui fait ça, et c'est aussi la gravure qui va pousser à styliser. Alors c'est vraiment des personnages, on peut regarder ça, c'est un régal, hein, parce qu'ils sont très vivants, et puis ils ont l'air, c'est presque le paradoxe, et on dirait que c'est marrant de travailler. Alors que c'est quand même, c'est pas si facile que ça, vous avez qu'à essayer. Il y a des choses qui sont du travail de peine qu'on voit dans la ville. Tout ça, c'est des observations qu'il fait sur place, qui fait qu'on dirait presque, si vous voulez qu'on comprenne ce terme, on dirait un alphabet. On dirait un A, un B, un C. Tous les personnages, petit à petit, finissent par faire des espèces de formes. Alors j'ai trouvé, ça se fait assez souvent, mais il y a des gens qui s'amusent à copier les attitudes en faisant du yoga. Et c'est assez rigolo parce qu'on voit que c'est assez compliqué de se tenir de cette façon-là. La dernière fois que je me suis tenu comme ça, j'ai mis 2 semaines à ce qu'on me décroche. N'essayez pas. Il faut faire attention. Vous voyez, on voit que les personnages sont des sortes de lettres. Ils ont l'air de se répondre, ils ont l'air... Et il y a quelque chose qui est aussi très nouveau pour nous, c'est quand même représentation de l'espace différente, de l'éloignement différent, représentation du mouvement, parce qu'ils ont l'air d'interagir entre eux. Mais une autre chose qu'on voit très peu en art en Occident, c'est un peu marrant. C'est un peu comique, un peu cocasse. La Joconde, elle n'est pas là du tout pour rigoler. Hein. D'ailleurs, c'est sur ce sujet qu'on se dispute depuis des siècles. On se demande, on se dit Joconde jusqu'à 100, mais il se passe rien. Pour rappel, c'est un livre. C'est-à-dire, c'est un livre qu'on lit en images, sans texte. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est que la bande dessinée va être... on a du mal à définir un art de séquence, c'est-à-dire des images qui se succèdent. C'est pas parce qu'il y a des bulles dans l'image que la bande dessinée 1825, hein, c'est presque en même temps que ça. C'est un Suisse qui a inventé ça, qui s'appelle Topfer. C'est l'idée que des images se succèdent les unes les autres. Un mec marche, c'est ce qu'on voit quand on fait ses débuts en cinéma, si tout le monde va comprendre très bien. Si un type ouvre la porte, normalement, l'image d'après, c'est un mec qui ferme la porte. Si le Tintin ouvre la porte et qu'après il est dans une montgolfière en train de jeter des saucisses, je veux dire, il y a un truc bizarre. Soit c'est un rêve, il s'est passé quelque chose, ça doit être séquentiel, Serge. Là, on a quelque chose... Oui, c'est une petite blague avec quelqu'un ici. Là, on a quelque chose qui devient intéressant, c'est qu'on a l'impression, sous cette forme d'alphabet simplifié, qu'il y a une séquence de choses qui est en train de se passer. On ne peut pas s'empêcher de le voir comme s'il dansait, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer... Vous connaissez peut-être les flipbooks, ce que font les enfants, vous savez qu'un pouce, on feuillette et puis pop, pop, pop. On pourrait imaginer le faire sur un petit papier plié et puis le feuilleter. Alors ça suffirait déjà à dire que Hokusai est assez génial. On ne le voyait pas trop dans le film, il n'y a pas de raison de tout voir. Et la deuxième chose sur 3, on est presque au bout, madame la directrice, parce que c'est elle qui dit quand on s'arrête. Ça s'appelle le yoga Hokusai. Voilà, donc comme c'est la manga, c'est le Hokusai manga, mais il pourrait y avoir une manga de vous bientôt, qui représentait l'ensemble. On peut acheter ces livres aujourd'hui. Hein. La diffusion, c'est tout à fait comme des sortes de répertoires qui pourraient servir à des films. On fait ça dans la réalisation de films d'animation. On a des postures, on fait le personnage debout, assis, de côté, puis après,
il y a des gens dont le métier, ça s'appelle d'être intervalliste, qui vont faire toutes les séquences entre les morceaux, ce qui est c'est un boulot. Vous savez, les jeunes gens, ils veulent absolument faire du film d'animation, ils sont complètement fous. C'est un travail d'années, quoi. D'ailleurs, les mangaka, ils dorment sous la table tellement les horaires, c'est pas des horaires. Dernière chose que j'ai pas dite sur Hokusai, c'est sur ses dessins, c'est qu'il y a énormément d'éléments, j'ai dit simplification, changement de l'espace, comique, mouvement, mais beaucoup de surnaturel aussi. Ce qui est intéressant dans le traitement du film à la fin, c'est que justement, on a deux personnages qui sont côte à côte et il n'y a pas besoin de faire des super musiques du genre « tatin », c'est surnaturel, quoi. C'est pas Spielberg, il n'a pas besoin d'appuyer des effets, on passe d'un truc à un autre, parce que le monde est doublé de fantômes, en fait. Il y a des choses autour de nous qui nous parlent. Alors tous ceux qui connaissent un peu les films de Miyazaki, ils comprennent bien ça. Il suffit que tes parents se transforment en cochon pour savoir que le monde est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Voilà, ça c'est un autoportrait présumé de Hokusai. Et puis je voulais montrer ça avant d'aller sur les vues du Mont Fuji, c'est vraiment dans des bouquins en fait. C'est pas de la peinture. Les peintres japonais, chinois au début que j'ai montré, qui s'appellent Kokan, qui ont influencé la perspective, quand j'ai montré tout à l'heure la perspective de Piero da Francesca, vous savez, sans doute la Chine a beaucoup marqué le Japon, et puis après elle passe son temps à s'en détacher. Et donc on est encore avec des peintures. Là, c'est vendu, c'est des petits Mickey que tu as chez toi, ou des gravures que tu peux t'acheter, puisque comme les classes sociales explosent avec le nombre d'habitants, tout le monde veut une œuvre pour chez lui. On a la même chose à la Renaissance avec la gravure qui se développe chez Dürer, chez les Allemands par exemple. Des images multiples à destination de tout le monde pour les avoir moins cher. Et puis pour avoir un Raphaël chez soi, un vrai, ça coûterait trop cher. On va avoir des images qui se baladent de plus en plus, qui vont circuler, mais sous forme de livres. Pour rappel, quand la photographie s'est développée, on n'a pas fait des expos de photos pendant un siècle. Elle est inventée en 1826, elle aussi, à peu près simultanément avec la BD. Et pendant très longtemps, il y a... Tiens, 1826, Serge. L'invention de la photo. C'est parce que je connais ce monsieur depuis 2 conférences, et c'est pas Serge? Jamais vu ce monsieur. 1826, invention de la photographie. 1839, elle est déposée en tant qu'œuvre d'art, reconnue par l'Académie des sciences et des arts. Premier musée de la photo en France. Dis un chiffre, cousin. Au hasard, vous avez le droit de dire une bêtise, c'est pas noté. J'ai dit 1839, le dépôt de la photographie officiellement. Premier musée de la photo à Paris, 1984. Tout le monde était né. Oui, ça va mettre du temps à être reconnu comme art. Ce qu'on appelle un processus d'artification, c'est-à-dire il y a plein d'étapes qui fait que pendant longtemps on dit bon bah c'est juste, c'est un con qui a appuyé sur un bouton, c'est quand même pas dur. Si on cherche un équivalent, c'est comme une photocopie. Voilà, c'est une machine. Regardez ce qui est en train d'arriver avec le jeu vidéo, c'est-à-dire on a mis du temps à le reconnaître comme un art. Parce qu'on peut dire, oui, des fois c'est très bien dessiné, c'est très spectaculaire, mais si vous regardez Pong avec 2 bâtons, vous dites, ah, c'est pas un art. En fait, si, c'est une autre façon, une autre forme, notamment dans l'interaction. Et il va se passer la même chose avec cette belle intelligence artificielle qui nous fabrique des images. C'est en train de transformer la façon de dire, est-ce qu'il faut un auteur, qui l'a fait, comment on juge le résultat, voilà. Et il se passe la même chose là, c'est-à-dire pour la photo comme pour la manga, c'est la diffusion dans des livres, dans des magazines. Et donc la photo, pendant très longtemps, on la lit dans des magazines, et on ne va pas voir d'expo, on n'achète pas des œuvres forcément. C'est pas ce week-end qu'il y a le festival de la photo de Bièvre? Si. Vous savez, dans le nord du département, il y a un musée de la photo à Bièvre qui est très, très chouette d'ailleurs. Et pendant tout le week-end là, il y a une foire avec, vous pouvez emmener des gamins, une fois dans leur vie ça suffit. Parce qu'il y a des vieux appareils photo, il y a des gens complètement passionnés, on peut regarder comment, il y a des ateliers de fabrication. Voilà, avant-dernière étape sur ce que je vais vous montrer avant l'endormissement. Qu'est-ce que fait Hokusai de très très nouveau aussi? J'ai dit dessiner, éditer et diffuser sous forme de livre ses dessins. Le principe de gravure va permettre des multiples. Par contre, ce qui est très nouveau et qui va là être très très déterminant dans l'histoire de l'art, c'est qu'il va faire des séries. C'est-à-dire qu'il va décider que là, par exemple, c'est une moins connue, ça s'appelle Les cascades de différentes provinces. Si je trouvais un équivalent, là aussi, on est tous assez vieux pour connaître ça. C'est comme si vous aviez un petit jeu de cartes
avec la Provence, la Savoie. Vous savez, il y avait ça pas mal dans les années 50-60, c'est-à-dire découvrons nos provinces sympathiques. Ce qui sont souvent, hélas, un peu des clichés aussi. Parce que c'est une façon de simplifier, une façon de rendre un peu sympathique, et une façon, par le jeu de cartes, de diffuser les images en grande quantité. Là, on va avoir une représentation du monde qui est choisie par Hokusai, mais qui est choisie sous forme de série. Alors là, ça devient absolument extraordinaire. N'ayons pas peur des mots. Le mont Fuji se retrouve en représentation là. C'est-à-dire, nous avons ce monticule immense qui, où que l'on se trouve, on va le voir. Au lieu de faire une vue façon Joconde, le mont Fuji en plein milieu et puis un petit cadre autour, que fait Hokusai? S'il y avait déjà eu des séries de ce type-là, mais là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il a 60 ans déjà hein, quand il fait ça. Et non seulement c'est un tour de force intellectuel, on va voir en quoi. D'ailleurs, je vais faire un truc plus marrant, c'est que je vais le mettre en diaporama. À chaque fois, le mont Fuji va être... on pourrait presque jouer à Où est Charlie? C'est-à-dire, si je vais un peu vite, vous n'allez pas toujours voir où il se trouve. Alors, on joue. Il a l'air de ressembler au toit qui est sur la droite. C'est le même triangle de montage. On est, c'est de perspective, c'est invraisemblable. Le cerf-volant nous permet de comprendre qu'on est dans la trouée des nuages et donc qu'on voit vue du ciel. Il n'y a pas d'avion pour le faire. Hein. C'est pas parce que c'est virtuose techniquement, c'est juste que c'est une idée géniale. Le truc est caché un peu, on ne sait pas ce qu'il y a à voir. Ah, c'est le mont Fuji, mais alors pourquoi il y a tout ça? On aurait très bien pu couper au bout, puis ça aurait suffi. Peut-être même le cerf-volant aurait fait concurrence. Non, de l'image, il y a toujours quelque chose à découvrir de plus. Il y a quelque chose où on doit s'égarer. Donc le mont Fuji est plus petit que la maison sur le côté. On ne sait pas où il est parce que là, c'est plutôt des gens en train de travailler dans l'eau. Et il est derrière un portique. Il est vraiment joueur, ce mont Fuji. Ah, celle-là, vous ne l'aviez pas vu venir. Ils sont dessus. Ils sont en train de le monter. Ah, on fait moins les malins. Hein. Voilà, on s'attendrait plutôt à une vue de ce type-là. Si on revient à notre perspective, on est un peu en dessous du mont Fuji, on le voit un peu de front, alors qu'on est au-dessus des habitations. Donc dans Hokusai, je vous l'ai dit, je vais le redire quand on en voit quelques... Il mélange des types de perspectives, c'est-à-dire une perspective, plus c'est loin, plus c'est petit, plus ça se rétrécit sur une ligne d'horizon, c'est-à-dire les yeux de celui qui regarde, comme en Occident. Et comme en Orient, un élément est caché devant un autre élément. Pour rappel, vous savez qu'ils lisent dans l'autre sens. Ils lisent de droite à gauche. Ce qui fait qu'on regarde d'abord Marilyn Monroe sur une grille, puis on se rend compte qu'ils sont en train de tenir leur chapeau, puis lui, il n'a plus le sien, donc il faut chercher où il est passé. Hop, il est passé là. Parce qu'on a des ronds rouges, on a des repères. C'est une très bonne technique, on ne va pas accuser Hokusai de ne pas savoir dessiner des têtes, mais il a trouvé un système génial pour ne pas faire les têtes. Et puis, vous vous rappelez le nombre de passages, hein. Le petit ray rouge sur le haut, c'est une plaque de plus. Et puis, ce qui est très mignon, c'est la façon dont ça saupoudre dans le ciel des feuilles. C'est-à-dire qu'on a... Non, vous savez, on ne peut pas peindre le vent, on peut peindre les effets du vent. On ne va pas écrire vent. Donc, il faut que le mont Fuji soit fixe, soit simple, et que l'arbre, lui, soit incliné pour qu'il ait l'air d'emmener l'image par là et qu'il ait l'air de jeter des morceaux de l'image par là. Voilà, le mont Fuji peut être assez calme. On revient à mon cadre, vous voyez, sur le bas. On a l'impression qu'on est en train de voir quelque chose, mais on ne sait pas toujours d'où. Si vous avez été chez Monet, il a tellement été fan de ça qu'il y en a donc chez lui. Et en plus, il y a un pont qui fait penser à ça, puisque le pont va servir de cadre pour mettre des éléments à l'intérieur. En fait, c'est une façon de mettre en scène l'image. Une façon de dire... Ah, c'est comme si ça nous surprenait, comme si on ne voyait pas tout à fait tout de suite où on veut en venir. C'est là où ces images-là, quand elles vont arriver en Europe, ça va bouleverser Degas, Monet, Manet, parce qu'en fait, on ne sait pas tout à fait où est le sujet. Si on montre ça à quelqu'un qui ne le sait pas, il ne va pas penser que c'est la petite montagne blanche et bleue qui est dans le fond le héros principal. Et deuxième chose et dernière, c'est que nous feuilletons un livre. C'est-à-dire que nous voyons le mont Fuji sous différentes formes, à différentes heures du jour, à différents moments. C'est merveilleux, hein, dans différentes ambiances.
Et on serait déjà très content de voir ces gens en train de travailler avec cet art de l'assemblage. On s'en fout du mont Fuji sur l'image. Et il nous sert de prétexte, en fait. On se demande toujours où est l'artiste quand il fait ça. Là, on a des images qui sont plus simples, entre guillemets. Même si on va y venir avec la vague, qui est mon dernier petit chapitre. Vous voyez, on a une stylisation qui fait qu'on ne sait plus très bien si ce sont des nuages bleus, si c'est de la végétation, ou si c'est de la fumée. On s'en fout. On s'en fout, on se doute qu'il y a une montagne. On dirait que le blanc, c'est des nuages. Hein. Mais ça pourrait être une stylisation d'autre chose. On s'en fout parce qu'en fait, on voit où est le sujet. On voit que les plans donnent l'espace. On voit que la simplicité des couleurs, elle n'est pas au hasard. Vous voyez, il aurait pu faire un aplat de marron sur la montagne. Il s'est quand même emmerdé à faire des petits déchiquetis dessus. C'est quand même, ça a l'air de rien, mais... Oui, c'est comme le mécanicien qui vous dit, vous avez qu'à remettre un truc de... Oui, c'est 100 balles. Ça a l'air de rien, mais ça rajoute un peu de matière dans l'image. Ça la rend moins simple. Mais la stylisation des bleus sur la droite, c'est très très étonnant. Parce que c'est à la fois un mélange de graphismes. C'est là où je vais venir avec la vague. Vous voyez, on a l'impression que c'est très très réaliste ici, avec beaucoup de détails, beaucoup de petits gribouillis, des traits qui sont droits, des sortes de petites croix, des formes qui sont fermées, vous voyez, le long de la ligne blanche. Le blanc, lui, il n'est pas séparé du bleu clair. Alors qu'on a l'impression qu'il y a des traits partout. C'est pas comme dans Tintin où chaque forme a un trait et puis chaque forme est colorée. Il y a des endroits où il y a du trait, il y a des endroits où il n'y en a pas. Il y a des endroits où le passage de couleurs suffit à faire la délimitation. Et on voit surtout la variation du travail de Hokusai. Et puis on voit, par exemple ici, à quel point le bleu de Prusse, ça lui a bien plu. Et ce qui est prodigieux dans celle-ci, ça me sert presque de conclusion avant la fin, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Et je vous dirai encore une fois, vous allez être content, vous pouvez faire l'histoire de l'art vous-même, on s'en fout. On s'en fout, peut-être c'est un cratère qui s'ouvre, j'aurais dit ça moi. On dirait, mais vous voyez déjà c'est tout bête, hein. C'est en perspective, c'est-à-dire on voit que c'est arrondi et que ça a l'air d'être une butte. Donc ça fait un objet qui est devant le mont Fuji. Faisons une hypothèse un peu folle parce que j'aime bien ça, ça permet de bien comprendre les images. Supposons qu'il n'y soit pas. Ça fait quand même une grosse patate de noir énorme. Ça serait déséquilibré. On aurait tout le bas qui est noir. On n'a qu'à le faire, c'est fastoche. On aurait tout le bas qui est noir, enfin le haut, et tout le haut qui est blanc. On aurait une image un peu binaire. Mais le rouge, par sa force de rouge, et puis par le graphisme aussi, vous voyez, c'est le seul truc qui fait un peu éclair à la Flash Gordon. Alors que tout le reste, les petits nuages, on dirait des petits moutons mignons. Le type de trait va changer la façon de représenter l'espace. Et le type de graphisme, vous voyez, la représentation des écorces, la représentation des feuilles, elle est beaucoup plus avec du trait déchiqueté que les petits nuages façon Barbapapa. Alors la conclusion, parce qu'il fait chaud. On est d'accord. Oui, dans celui-ci, la perspective a l'air des maisons a l'air d'être tout à fait faite par un occidental. Hokusai est vraiment à la frontière des deux. Et il a, ce qui résume bien ce qu'on s'est dit là, une capacité à simplifier par la technique de la gravure, mais aussi par sa façon de cadrer, par sa façon de jouer sur des choses qui sont sur le côté, une façon de rendre de l'intérêt à des séries entières. Voilà, là on dirait un film de Ozu. Si vous avez l'occasion et que vous ne connaissez pas beaucoup le cinéma japonais, Ozu, c'est merveilleux. C'est le plus facile. Et puis, ce sont des films qui durent 1h10. Donc si vous n'aimez pas, vous n'allez pas être pénible. Dernière étape, la plus spectaculaire, parce qu'il faut une cascade avant de s'endormir. Il y a un truc qu'on pourrait faire qui nous aiderait, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. C'est pas mal ça, pour un lundi. Tout le monde connaît la vague de Hokusai. Tout le monde voit, même si c'est petit. Ce qui est intéressant à vous montrer, c'est 2 choses et demie. Hokusai a fait des vagues avant.
une vague de Kusai. Ça va permettre de comprendre pourquoi la vague est vraiment, dans les vues du mont Fuji, celle qui a marqué le plus l'histoire de l'art et les Occidentaux. Mais on est sur un système de livres. Ça passe d'un morceau à l'autre, c'est 2 pages. Appelons ça des ronzibis. Bon, il faut trouver des mots, hein. Les formes, ça n'a pas de nom. On a un petit dragon qui n'a pas l'air super sympa. Vous voyez, ses yeux sont là. Il a l'air d'être en dessous, qui a l'air de se précipiter dans un grand moment de vent vers le mont Fuji. Vous voyez que la stylisation des vagues, elle est sous forme arrondie, on dirait un peu, là pour ceux qui ont connu les années 70, on dirait Mordillo, celui qui faisait des petits bonhommes avec des gros nez. Première représentation de vague de Hokusai. On a l'impression, si vous aimez le surf, que prendre une vague sur la gueule, elle a l'air quand même un peu maousse. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, elle a un arrondi assez simple, et puis elle a l'air d'avoir des franges. Elle n'est pas si agressive que ça. Elle a l'air immense. On a un beau tsunami, puisque maintenant on connaît des mots japonais. On aurait pu avoir d'autres occasions un peu plus sympas. Hein. C'est pas la peine d'avoir des sushis internationaux pour voir des catastrophes. On a la représentation du paysage, la stylisation. La vague a l'air de menacer, enfin elle n'a pas l'air, elle est en train de blackbouler le bateau. Troisième représentation de vague, c'est là où ça devient intéressant, vous voyez, elle commence à avoir des crochets cette vague, comme si elle avait les doigts crochus. Le graphisme déjà fait beaucoup plus peur, enfin peur entre guillemets, il est beaucoup plus complexe. Il y a au moins 3 passages, il y a un bleu clair, vous voyez, il y a, à l'intérieur de ça il y a du bleu foncé qui entoure des lignes de bleu clair, arrondies. Et regardez ici comme c'est ourlé, on dirait presque justement de la couture. L'intérieur de la vague a une ombre bleue. C'est-à-dire on voit de façon précise le travail pour faire comprendre le relief de la vague. Je rappelle à ceux qui n'ont jamais fait de dessin que c'est complètement débile de dessiner des vagues, ça bouge à toute vitesse, c'est jamais la même chose. Hein. C'est le tour de force de l'artiste de dire je vais défier le monde. Et si vous aimez l'art de Léonard de Vinci, ça peut paraître loin, mais il y a un livre extraordinaire de Daniel Arras, que vous avez peut-être entendu parce qu'il a fait des émissions de radio assez géniales. Il a fait un livre entier qui est un peu costaud à lire, on peut vous le faire à Noël, sur Léonard de Vinci, qui dit qu'il y a des dessins entiers de Léonard de Vinci sur les vagues. C'est le leitmotiv de toute l'œuvre de Léonard de Vinci, cette espèce de tourbillon en fait, de chercher la vie en fait, de chercher à montrer ce qui est le plus vivant possible. Alors là, ça devient intéressant sur cette vague de Kusai, c'est qu'on voit qu'il prend toute la page en fait. C'est plus le dessin et la représentation des ombres et des lumières qui devient intéressant pour faire comprendre la vague, c'est qu'on comprend que l'image elle est en train de tourner sur elle-même. Vous voyez, les stries accentuent la dérive, le contraste entre le bateau clair et la vague qui est foncée, et puis le fait que ça a l'air de sortir de l'image. On dirait que la vague entre et sort dans l'image. Ce qui n'était vraiment pas du tout le cas dans notre petite vague peinarde d'ici. Oui, elle a l'air plus comme Tintin, elle a l'air d'avoir posé, elle rentre dans le cadre, elle sourit, et on y est. Là, elle sort. Et vous voyez ce que je disais sur le graphisme, les tout petits copeaux, tout ça fait que l'œil a du mal à se calmer en fait. On ne sait pas trop quoi regarder, il y a des trucs à regarder dans tous les sens, ça pétille, on ne peut pas s'arrêter. Ce qui est assez fort, c'est que son graphisme évolue pour faire comprendre des choses de plus en plus tourmentées. Celle-ci, celle qui va le rendre célèbre, elle s'appelle de Kanagawa. Je vous rappelle qu'on lit dans ce sens-là. Je dirais 3 choses simples dessus. Premièrement, quand on la stylise, on voit à quel point l'image elle est à la fois équilibrée. Vous voyez, j'ai trouvé une image qui montrait que le bleu et que le blanc. On dirait un yin et un yang. On dirait, si vous le voyez aussi, elle a des doigts crochus, mais avec un effort intellectuel, on voit que la vague blanche aussi, enfin le trou blanc, il a des doigts crochus aussi. Ils ont vraiment l'air crochetés l'un à l'autre. Ça a l'air centré, c'est pas tout à fait au centre, c'est tout à fait japonais ça. Est-ce que vous vous rappelez peut-être que, je ne l'ai pas dit du tout, ces estampes, ça s'appelle l'ukiyo-e, c'est-à-dire, ça s'appelle les images du monde flottant, c'est très lié au bouddhisme. L'idée qu'on ne représente pas une chose, on représente le cours des choses. C'est ça qui fait que les vues du mont Fuji, c'est qu'une seule vue du mont Fuji serait insuffisante.
Il faut montrer plein de vues différentes du même endroit pour qu'on ait une chance de voir la chose. Pour ceux qui ont fait des arts martiaux, ils comprennent très bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de la force, il suffit d'utiliser celle de l'autre et de lui faire un croche-pied. Leçon de judo simplifiée. N'essayez pas. Première chose, l'équilibre de la composition et le fait qu'elle ait l'air en déséquilibre équilibre. Deuxième chose, le graphisme de ces petits doigts. La vaporisation des petits blancs. Qui fait que, vous voyez, sous chaque petit morceau, les doigts, on va dire, on dirait vraiment des doigts, hein. Ils ne sont pas fermés forcément, ils ont l'air vraiment crochetés, tordus. Alors qu'à un autre endroit dans la vague, ils ont l'air plus calmes, alors qu'ils ont encore ce graphisme, parce que tout simplement, les doigts ne ressortent pas sur un fond foncé, ils sont sur le fond blanc. J'ai glissé entre les deux un fantôme, parce qu'on voit que les doigts crochus, c'est son délire. On sent que les bateaux qui sont pris dans cette vague n'ont pas long feu à faire. On sent que le mont Fuji n'a l'air presque qu'un prétexte. Il est plus petit que la vague, il est de la même couleur, on met du temps à le voir. C'est pas tout de suite qu'on l'aperçoit. Et puis dernière chose, il y a 3 bateaux. Si on va dans ce sens-là, allez, on va commencer comme ça. Ça secoue les gars, accrochez-vous. Attention, c'était la première. Ça. Attention, il y a une vague qui arrive. Ça secoue, accrochez-vous. On est dans la merde, les copains. Mais chaque étape a l'air d'être, chaque bateau a l'air de raconter une étape de la progression. L'impact que ça a eu, ben vous avez tous vu ça. C'est facile à vous décrire, c'est vraiment la fin de ce que j'ai à vous raconter. Si vous allez au musée d'Orsay, il y a des pièces qui sont connues de personne. Il s'appelle Bracquemont. Il a eu une femme, notamment Marie Bracquemont, qui est aussi une peintre remarquable. Si vous allez au musée d'Orsay, vous allez tout droit dans le fond. Tout droit dans l'atrium, et au fond, il n'y a personne, ça n'intéresse personne. Vous comprenez que quand il voit des Hokusai, ça va quand même l'inspirer. Enfin, c'est pas inspiré, c'est beaucoup plus. Il est un très bon céramiste. Vous voyez, les objets ne sont pas en plein milieu de l'assiette. Et ces services d'assiette, on les retrouve avec plein de variations possibles. C'est une façon de regarder le monde, regarder les détails, mais en même temps de jouer avec le décentrement à chaque fois. Influence de l'art japonais. Pour ceux qui étaient là pour le portrait de Zola par Manet, dans le fond, une petite gravure de Utamaro, à côté de l'Olympia. On pourrait faire un petit clin d'œil, c'est un peu rapide, il faut aller se coucher. Hein. L'impression soleil levant de Monet, le disque rouge, on dirait un peu le drapeau du Japon. J'exagère à peine, hein, c'est aussi une façon de... Ça s'appelle impression soleil levant. C'est quand même pas peu de choses. Si vous connaissez peu, vous allez facilement retenir le premier grand collectionneur d'art japonais qui va le faire venir. C'est un moyen mnémotechnique d'en faire. Il collectionne les vases, il s'appelle Monsieur Bing. C'est le bruit que ça fait dans les BD quand ça tombe. Il va ouvrir une galerie, montrer des objets un peu partout, créer une revue. Ça, c'est presque un peu ridicule, c'est rigolo. C'est Madame Monet en japonaise. Oui, on sent qu'ils ont collectionné des éventails, ils ont un petit peignoir, il dit « Allez, tu poses en japonaise, ça le fait. » Gravure de Hiroshige, celui qui va prendre la succession de Hokusai. Cette gravure-là, elle est importante parce que les deux vont être peintes par Van Gogh. Ça, c'est une peinture de Van Gogh. Ça, c'est l'original. Je ne sais pas si quelqu'un a vérifié s'il n'avait pas écrit des conneries en recopiant les idéogrammes dans la marge. Il a accentué encore plus le côté à plat et le côté qui a l'air de pas montrer son sujet principal. On ne sait pas trop ce qu'il y a à voir, en fait. Ce sont des cerisiers en fleurs, mais un énorme cerisier qui cache tout. On a des aplats de couleurs, ce qui fait que Van Gogh va pouvoir se déchaîner sur la couleur la plus simplifiée. Ce que Van Gogh va ajouter qu'il n'y a pas chez Hokusai, c'est le trait de contour de couleur. Vous voyez, il est rouge d'un côté, il est vert de l'autre côté. Et on va avoir des magazines qui vont diffuser ça dans tous les sens. Voilà les vases, l'image de l'ensemble. Et puis, c'est moins connu, mais Monet a fait des séries
de Nymphéa, il a fait des séries de meules de foin, mais il a fait aussi, il est allé en Norvège, il a fait des séries du mont... Est-ce que je parle pas norvégien toujours? Kolsas. Oui, on dirait une petite bouche de vache en couleur. On pourrait dire que ça n'a pas d'intérêt du point de vue dessin, c'est une masse avec des nuances. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? C'est la série en fait. C'est plus l'œuvre elle-même qui vaut, c'est de regarder les unes avec les autres. Ça, c'est moderne. C'est ça qui fait que ça bascule dans un autre système, c'est qu'on ne fait plus une Joconde et on regarde l'image, il faut qu'on regarde tous les éléments qui ont construit l'ensemble. Je vous remercie. Pensez à voter pour le nom